Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité à la une, référant au rapport d'audit de l'IGF du mois de mars 2020 sur le détournement de près de 25 221 000 $ américains à la Banque centrale du Congo. La Cour de compte prend de mesures provisoires de l'interdiction de sortie du territoire national et du gel des avoirs au niveau de banques commerciales à l'encontre de Albert Yuma et de Horacias Mutombo. Et le prix du litre d'essence est revu à la hausse dans différentes zones de la RDC. À Kinshasa, un litre d'essence est passé de 2 985 à 3 215, soit une majoration de 230 francs congolais. Démarrons ce journal par le briefing presse du gouvernement. Lors de cet exercice de redevabilité, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a abordé la situation sécuritaire de l'Est de la RDC avec des images satellites en appui pour confirmer la présence de militaires rwandais venus en renfort aux rebelles du mouvement de 23 mars. Et la situation de ce soir, en accord avec la technique, je voudrais que l'on puisse partager ces images qui ont été capturées par les drones à la fois de la MONUSCO et de notre armée dans les cadres du centre conjoint des opérations. Tel que vous pouvez le voir, on peut faire défiler. C'est des images qui ont été capturées le 17 octobre 2023 où on peut apercevoir des colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrer dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo. Comme vous pouvez le voir sur la route des Kalengera, nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine, des maisons ont été brûlées, les villages des Runzenze a été touché, les villages des Bichiché, les villages des Marangara, et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir les types d'armes qu'ils ont notamment amenées dans leur cohorte pour s'aimer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo. Le retrait de la MONUSCO sur le sol congolais, une question évoquée lors de cet exercice de redevabilité. À sa prise de parole, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a affirmé la volonté du gouvernement pour un retrait accéléré et responsable de la MONUSCO à partir du 31 décembre 2023, une position bien comprise par le Conseil de sécurité. Un travail conjoint est en cours. Suivez le chef de la diplomatie congolaise. Est-ce que la MONUSCO va nous aider à mobiliser les ressources? C'est possible. Est-ce qu'il va nous aider à mettre en place la logistique? Tout cela, il faut que ça soit précis et qu'il n'y ait plus désormais d'incompréhension, des malentendus et peut-être aussi des espérances que rien ne justifie dans la réalité. Voilà le travail qu'on a commencé et d'ici le 15 novembre, nous devons le terminer. On le dépose au gouvernement de la République et la MONUSCO amène ce travail aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Ça signifie que nous aurons tout convenu. Il va falloir gérer, c'est-à-dire que pour nous, la RDC, le gouvernement, il va falloir manager cette affaire à travers le lobbying, à travers d'autres, si vous voulez, initiatives pour que, en décembre, lorsque le Conseil va prendre la décision, il soit clairement entendu et précisé qu'on amorce à ce mois de décembre le retrait en faisant ça, de manière qu'il n'y ait plus d'équivoque. Voilà, en résumé, le travail qu'il y a, c'est passé aux Nations Unies, c'est une bonne chose, on ne peut pas minimiser, le président s'y est impliqué, mais gare au triomphalisme. J'ai toujours dit que c'est bien, on ne peut pas minimiser ce qui a été fait, mais ça n'est pas terminé, pas de triomphalisme. Nous sommes en train de travailler et c'est maintenant que nous devons nous-mêmes maîtriser notre destin dans ce dossier de la MONUSCO, du retrait que nous avons voulu, que le président veut un retrait exemplaire dans le cadre des troupes des Nations Unies.
Et dans l'optique de rendre l'armée congolaise professionnelle, tel que le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa a visité lundi 23 octobre dernier la base militaire de Kitona où près de 10 000 recrues ont assisté à une causerie avec le patron de forces armées de la République démocratique du Congo. Il était accompagné par une équipe de la logistique et de l'administration de l'état-major général. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, est revenu pour sa 3e fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Dans la mission FRDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de Nyonso, la frontière de Nyonso. Et c'est que nous protéger encore contre nos adversaires. Il a dit que nous sommes en guerre. La minute où sur la awa, la ninga la bino bazana bitumba. Et puis bitumba wana, batu bakosilisa yango ezande bino. Est-ce que tu as reconnu? Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivre. Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes de FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire où il a martelé sur le respect des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction de Kitona, rénover les dépôts d'armement et autres. Le territoire de Rutshuru, dont la province du Nord Kivu est en grande partie vidée de sa population, suite aux affrontements signalés le lundi 23 octobre dernier, opposant le terroriste du force de mouvement de 23 mars aux combattants des groupes armés locaux appelés Wazalendo, dont le tir de l'arme lourde se sont entendus dans les collines de Kirunga et Kagando. Regardez. Les tirs à l'arme lourde se sont fait entendre dans les collines de Kirumba et Kagando, dans le groupement des Bambo, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. En effet, les habitants de ces territoires ont dû abandonner leurs habitations pour ensuite se réfugier vers les zones qui sont sécurisées. Cependant, certains d'entre eux ont pris la direction de Nyanzala et Kanyabanyonga, qui est au sud de Lubero. Selon plusieurs sources locales, ces affrontements ont été constatés le lundi 23 octobre dernier dans la soirée entre les forces négatives du 1-23 et les combattants des groupes armés locaux dits le Wazalendo. Ce même source renseigne que les forces armées de la République démocratique du Congo qui occupaient ces zones auraient déjà quitté les lieux depuis le dimanche 22 octobre dernier dans la soirée, après la reprise de la cité de Kichanga par le M23 dans le territoire de Massissi, à la suite des accrochages avec les milices armées locales. Par ailleurs, les combats se sont intensifiés toute la journée du dimanche, qui a entraîné la mort d'au moins 3 civils et 5 autres blessés, signalant qu'au-delà de pertes de vies humaines et de certains blessés, on parle aussi des dégâts matériels où les maisons ont été incendiées lors du ratissage mené par le M23, ce qui est à la base de nombreux déplacements des habitants vers les zones de la MONUSCO. Madame, Messieurs, la Cour de compte a pris de mesures provisoires de l'interdiction de sortie du territoire national et du gel des avoirs au niveau de banques commerciales
à l'encontre de Albert Yuma, PCA de la JCAMIN au moment de fait, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, en se référant au rapport d'audit de l'UGF du mois de mars 2020 à la Banque centrale du Congo pour cause le détournement de près de 25 521 000 $ américains. L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la JCAMIN pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la JCAMIN et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la JCAMIN au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la JCAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. À la fonction publique, on parle de la clôture de la première vague de titularisation des agents de carrière de service public de l'État, une annonce faite par le vice-premier ministre en charge de cette institution étatique, Jean-Pierre Liaou. Le commentaire est signé Corinne Kadoulou. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebois, a annoncé la clôture de la première vague de la titularisation des agents de carrière de services publics de l'État. En effet, sur un total de 13 859 agents proposés par les 48 services, 10 160 dont les dossiers ont été certifiés valables sont concernés par cette dite titularisation. Ici, il est noté qu'il s'agit de 215 directeurs, 2696 chefs de division et 7249 chefs de bureau qui relèvent de l'administration centrale, des services publics déconcentrés au niveau des provinces et dans le Congo profond. Signalant que, présentement après la signature par le président de la République de l'ordonnance numéro 23/180 du 24 août de l'année en cours, qui concerne les directeurs dans lesquels sont individuellement notifiés par le chef de l'État qui est satisfait d'annoncer la signature effective par le Premier ministre du décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 portant nomination et promotion des agents des carrières des services de l'État. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, promet de ne pas rester indifférent sur les mauvaises pratiques liées à l'avancement en grade individuel ou sectoriel. Notons par ailleurs que Jean-Pierre Liaou a confié qu'une deuxième vague de promotion en grade pourra intervenir avant la fin du mois de novembre, conformément à l'engagement et au souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Au Lualaba, c'est Félix-Antoine Tshisekedi ou rien, ce sont le premier mot prononcé
par la gouverneure de cette province, Fifi Masuka Seni, aussitôt rentrée dans sa juridiction provinciale. C'était le lundi 23 octobre dernier à l'aéroport de Kolwezi après sa mission officielle. Félicitations pour le travail abattu. Nous tous nous avons suivi et pour cela, j'ai dit un grand merci. Toutes mes félicitations d'abord à la population de toute la province qui nous a soutenus, à mon équipe gouvernementale, nos communes, notre ville. Tout est en train de marcher, pas seulement de communes au niveau de la ville de Kolwezi, mais nous avons aussi les territoires. Ceux qui ont le temps de passer, ils verront que les chantiers de la République démocratique du Congo, en particulier au Lualaba et surtout les territoires. Merci à notre Dieu, lui qui nous fait voyager, il nous a accompagnés jusqu'à déposer la candidature de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons au Lualaba, c'est cette candidature ouvrière. Que Dieu Tout-Puissant continue à nous bénir, nous protéger et protéger toute la population du Lualaba pendant la période électorale. Nous demandons la vigilance de toute la population, de regarder son voisin et savoir ce qu'il est en train de faire pour que nous puissions en tout cas passer ces élections dans la paix. En rapport avec le processus électoral en RDC, la délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel a échangé avec la directrice générale de la chaîne nationale, Sylvie Elengue, en ce qui concerne la visibilité des candidats engagés aux élections. Pour ce faire, la RTNC va donner la parole à tous les candidats pendant la campagne électorale en RDC. Déjà à notre niveau pour que dans nos différentes émissions, nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais, et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons tant bien que mal, parce que bon, il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du CESAC. Et on l'avait dit déjà à l'entrée ici que les Congolais auront le droit de parler, le droit à la parole à la RTNC. Et on a dit à tous les candidats présidents, à tous les candidats députés nationaux, de ne pas accuser à tort la RTNC, de les approcher la direction, afin de voir comment organiser certaines séances de travail pour finalement vulgariser la liberté de l'expression, pour montrer à suffisance que la RTNC est ouverte. Et je suis aussi content, très heureux, parce que toutes les directives que nous prenons, la RTNC respecte ça. La campagne précoce, vous avez vu à un certain moment, on avait cru que la RTNC avait commencé. Maintenant que la RTNC nous donne tous les gages possibles, toutes les garanties qu'elle va respecter d'abord ça. Et donc attendons, parce que nous allons vers les élections et que les opposants ont besoin de parler, toutes les forces vives de la République parleront, et que ce soit les candidats au pouvoir ou de la majorité, ou de l'opposition. Donc nous travaillons sur base de ça. Parlons cette fois-ci de la hausse de prix d'essence à la pompe. Le litre qui s'est vendu à 2 985 francs se négocie actuellement à 3 215. Selon le prix affiché dans le station d'essence, on observe donc une augmentation de 230 francs congolais. Ces réajustements de prix est la résultante des négociations qui ont été engagées entre le gouvernement et les pétroliers. Madame, ici en l'espace d'une semaine, un nouveau naufrage est survenu au village Boyeka en province de l'Équateur. Le bilan enregistré fait état de 18 morts, 200 rescapés et plusieurs passagers disparus. Jusque-là, la cause de cet accident est la violation de mesures de navigation. Après le naufrage survenu le 13 octobre dernier, faisant une cinquantaine de morts et une centaine de disparus, un nouveau accident s'est produit sur le fleuve Congo en l'espace d'une semaine, causant la mort de 18 personnes, 200 rescapés et plusieurs disparus au village Boyeka, en aval de Bassan-Koussou dans la province de l'Équateur. En effet, il s'agit d'une baleinière en bois qui a chaviré avec 2 passagers et leurs marchandises à bord. L'embarcation avait quitté Ngondo, un marché situé à environ 120 km de Mbandaka.
Les autorités provinciales ont lancé des enquêtes en collaboration avec la société civile congolaise de cette partie du pays pour localiser d'autres corps et pointent du doigt une forme d'irresponsabilité au niveau des institutions provinciales. Par ailleurs, les bilans risquent de s'alourdir avec la poursuite des recherches. Signalant que les naufrages sont un fléau récurrent dans la région, rappelant l'urgence d'améliorer la sécurité et de renforcer la régulation des transports fluviaux en République démocratique du Congo. En international, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite ce mardi 24 octobre à Tel Aviv en Israël pour échanger avec les autorités israéliennes, mais aussi faire le point autour du dossier de la libération des otages, car 9 Français sont retenus dans la bande de Gaza. Retrouvez ces reportages de nos confrères de la presse internationale. Prenant le registre de sport en RDC, la 7e réunion du comité directeur de l'OSMA appartient désormais au passé. Elle s'est tenue du 14 au 21 octobre dernier à Yaoundé au Cameroun. Ces assises de 6 jours ont abouti sur différentes recommandations et résolutions prises par le pays membre de l'OSMA présent à cette réunion du comité directeur. La 7e réunion du comité directeur de l'Organisation du sport militaire en Afrique s'est achevée, comme elle avait commencé, dans une ambiance joyeuse, amicale et fraternelle. 20 résolutions ont été adoptées pour être présentées en février prochain à l'Assemblée générale élective à Abuja au Nigeria. Tout a été passé en revue, le calendrier sportif de la saison, avec notamment les 2e Jeux militaires africains en 2024 au Nigeria, les championnats de boxe et de basketball respectivement à Rabat et à Conakry, entre autres. Les États membres ont été interpellés sur leur participation impérative dans les contributions et implications diverses. Sur la sellette également, les amendements des textes de l'OSMA à adopter à Abuja. La clôture des travaux était l'occasion pour le général de division nigérian Maïkano Abdullahi de saluer l'engagement des participants et surtout de manifester la gratitude et la reconnaissance de l'OSMA au président Paul Biya pour l'important dispositif mis en œuvre pour la réussite de cet événement et pour son attachement à la paix, à l'unité, à la mutualisation et à l'amitié entre les peuples et notamment les forces de défense. Un message reçu par Joseph Betia Somo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, s'est félicité de la qualité des travaux. Permettez-moi de vous adresser à tous, au nom du chef de l'État, chef des forces armées du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, nos remerciements appuyés et nos félicitations pour la qualité remarquable de vos délibérations et l'esprit de cordialité, de compréhension et de fraternité qui ont prévalu de bout en bout. Rendez-vous a été pris à Abuja au Nigeria en février 2024 pour consacrer les résolutions prises au cours de cette historique et déterminante rencontre de Yaoundé. Et en définitive, parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de mangousta? Les détails dans ce reportage. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme.
La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Nous sommes déjà à la fin de cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel de titre. Référant au rapport d'audit de l'IGF du mois de mars 2020 sur le détournement de près de 25 221 000 $ américains à la Banque centrale du Congo, la Cour de compte prend de mesures provisoires de l'interdiction de sortie du territoire national et du gel des avoirs au niveau de banques commerciales à l'encontre de Albert Yuma et de Horacias Mutombo. Et le prix du litre d'essence est revu à la hausse dans différentes zones de la RDC. À Kinshasa, un litre d'essence est passé de 2 985 à 3 215, soit une majoration de 230 francs congolais. Merci infiniment à la confiance renouvelée à votre partenaire d'excellence. D'ici là, portez-vous bien. On se dit au revoir et très prochainement.